Le service d'information du gouvernement, donc le SIG, a commandé un sondage pour OpinionWay pour une nouvelle candidature de Macron en 2032. On m'a fait savoir qu'Emmanuel Macron, effectivement, riait de tout ce qui se passait actuellement puisqu'il prépare sa 3e candidature. Il n'est pas dit qu'un président destitué ne puisse pas ensuite se représenter à l'élection présidentielle. Ça, c'est pas prévu, Guilain? Ah non. Il faut toujours analyser les signes là où ils sont. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'anormal. Emmanuel Macron, encore là dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans et pourquoi pas plus à la tête de la France et même à la tête de l'Union européenne. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est même réalisable? C'est une question à laquelle on a déjà commencé à répondre dans une précédente vidéo dans laquelle je vous disais tout simplement que pour moi, selon ses déclarations, ses propres mots, il n'avait pas l'intention de rendre le pouvoir en 2027. Il comptait probablement retarder les élections, voire les annuler d'une manière ou d'une autre. Le scénario le plus probable, c'est d'utiliser le narratif de la guerre, et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir puisqu'elle est vraiment très intéressante. Il y a un autre scénario sur la table que je suis en train de travailler, que je vais aborder dans une prochaine vidéo. Vous allez voir que c'est très intéressant, c'est un scénario qui est probable puisqu'ils ont avancé tous leurs pions, ils sont en train de faire des choses dans le dos des Français et des Européens, et en mettant en place tout ce qu'ils sont en train de faire, ils vont pouvoir court-circuiter tout simplement les élections 2027 ou d'autres élections qui viendront par la suite. Je ne sais pas à quel moment ça pourra se passer, mais dans tous les cas, ils sont en train de se créer une porte de sortie pour pouvoir court-circuiter tout ça. On verra ça dans une autre vidéo. Le sujet du jour, c'est l'un des scénarios possibles, et ce scénario, c'est tout simplement la destitution ou la démission d'Emmanuel Macron, ce qui lui permettrait tout simplement de couper net sur ce mandat et de pouvoir potentiellement se représenter sur un 3e mandat. Alors, est-ce que ça sera possible ou pas? Ça, eh ben, le temps nous le dira. Mais dans tous les cas, ce que je suis en train de regarder et ce que je suis en train d'apprendre, alors vous allez voir que dans ma mémoire, j'avais déjà imprimé certaines informations il y a un certain temps, et du coup j'ai fait le rapprochement entre ce que je viens d'apprendre et ce que j'avais appris à l'époque, et vous allez voir qu'en fait, le scénario possible, c'est peut-être celui-ci. La démission ou la destitution d'Emmanuel Macron, ce qui lui permettrait de revenir sur un 3e mandat. Écoutez un extrait de Magazine Nexus, vous allez voir, c'est très intéressant, puisqu'on est en train d'apprendre une chose essentielle, c'est qu'Emmanuel Macron serait potentiellement en train de préparer son départ. Ensuite, on va écouter un extrait de Florent Philippot, puis on va aller voir d'autres extraits qui remontent plus loin dans le temps, que j'avais déjà imprimé, que j'avais déjà tout simplement noté quelque part, et c'est l'occasion rêvée de vous montrer eh bien, que ceci est possible. Écoutez bien, c'est très intéressant. Qui je suis en contact depuis longtemps, puisque on m'a fait savoir qu'Emmanuel Macron, effectivement, riait de tout ce qui se passait actuellement, puisqu'il prépare sa 3e candidature. Il prépare sa 3e candidature. Il faut qu'il arrête celle-là avant la fin. Hein. Bravo. Et c'est le scénario qu'il va employer, puisque en plus... Alors j'arrête là et je vous invite vraiment à regarder la fin de cette vidéo parce qu'on reviendra sur ce qu'il s'apprête à dire. Puisque ça fait suite en fait tout simplement au plan d'Emmanuel Macron, au plan plus large de la Macronie et au plan plus large de l'Union européenne qui vise tout simplement à dissoudre la France dans une fédéralisation ou dans un super État qui sera centralisé. L'un ou l'autre, dans tous les cas, on perdrait tout simplement la souveraineté du pays, ce qui est la fin en fait de la France. Mais bon, on va y revenir après puisque je vais vous montrer 2-3 trucs et puis on ira faire un tour sur les protocoles de Toronto pour que vous compreniez que tout ça, c'est déjà écrit et que tout ça, qu'on y croit ou pas dans tous les cas, ça suit un plan de route et que petit à petit, eh bien, on est en train de cocher toutes les cases et que malheureusement, à la fin, c'est effectivement la destruction de l'État-nation de la France. On va écouter un autre extrait qui est de Florent Philippot, qui est sorti, c'est sorti quand? Il y a 23 heures, donc on est le 24/9/2025, c'est pour vous dire à quel point c'est frais pour moi, mais peut-être pas pour vous. Dans tous les cas, écoutez, puisque ça fait écho à la même information, qui elle aussi est sortie le même jour, ou pas, c'est sorti le 23 septembre 2025, donc c'est sorti une journée avant. Quoique non, c'est pareil, c'est sorti le même jour. Écoutez. On va commencer par ce qui se passe. Macron jeté par ses plus proches, jeté dehors littéralement. Quand je dis ses plus proches, par exemple, c'est Bruno Le Maire, qui a été son ministre pendant 7 ans à l'économie et aux finances, qui ne l'est plus depuis le 21 septembre 2024, à peu près 1 an. Et le Canard enchaîné révèle, dans son édition du 17 septembre, ceci, je vais vous citer. Ce qu'écrit le Canard enchaîné, l'ex-ministre Bruno Le Maire parie sur une déroute rapide de son propre camp en privé. Il pronostique une démission d'Emmanuel Macron avant 2027. Il y sera contraint, dit le maire, c'est sa seule porte de sortie acceptable, si même la Macronie jette l'éponge, 3 petits points, ajoute le Canard enchaîné. Donc, il parie, il juge même inéluctable une démission et un départ de Macron. On parle de Bruno Le Maire.
Donc, est-ce que c'est pas organisé, est-ce que c'est pas planifié par la Macronie et surtout par Emmanuel Macron en personne? Ça, eh bien, on ne le saura probablement jamais. Hein, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron. Mais dans tous les cas, c'est intéressant de voir qu'autour de lui, ça commence à parler de démission ou de destitution. Hein, on verra bien ce qui sera fait dans les semaines et les mois à venir. Mais dans tous les cas, s'il ne finit pas son mandat, eh bien, il aura un mandat inachevé. Donc, potentiellement, on pourra continuer plus tard, en 2032, pour un futur prochain mandat. D'ici là, il peut se passer plein de choses, évidemment. Il peut y avoir un autre scénario, c'est ce que je vous disais juste avant en préambule. On verra ça dans une prochaine vidéo. Je vais pas tout vous spoiler, mais en tous les cas, c'est un scénario probable. Écoutez la suite. Le titre « Sondage, Emmanuel Macron n'a jamais été aussi impopulaire depuis son arrivée à l'Élysée ». Donc on remonte à 2017. Il est même plus bas que pendant la période des Gilets jaunes, note l'AFP. Alors c'est un sondage IFOP qui est sorti le 21 septembre et qui le met à 17% de popularité contre 83% d'avis mécontents, dont, précise l'IFOP, ce qui est un score énorme, 54% de très mécontents. Donc une majorité absolue assez nette, de très mécontents. Mécontents 83. Il reste plus que 17%. On se demande d'ailleurs où ils sont. Mais il y a toujours du résiduel. Enfin là, il a percé le plancher, si vous voulez. Il est à la cave, là. Il est à la cave, hein. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Il n'y a pas de gouvernement. Or, il n'y a pas de ministre. Non, mais ils sont tous démissionnaires. Vous voyez d'ailleurs qu'on vit très bien sans, hein, au passage. 17% hein, de popularité, de code de popularité, c'est vraiment de la merde. Hein. Clairement, c'est sûrement le président le plus impopulaire de toute l'histoire de France. C'est incroyable. Écoutez bien ce qui va suivre, parce que c'est intéressant, c'est à imprimer. Il faut vraiment écouter. C'est quand même une jolie expérience qui nous le reprouve. On avait déjà suivi cela il y a quelques temps, même si à l'époque, il n'y avait pas non plus de Premier ministre. Là, la différence, c'est qu'un Premier ministre qui a été nommé, mais il n'y a pas de gouvernement. C'est quand même très étrange. Oui, Le Cornu a été nommé maintenant depuis le 9 septembre, je vous rappelle. Ça a bientôt ça fait 2 semaines. Or, il n'y a toujours pas de gouvernement. Et on nous dit, oula, pas avant début octobre, et on ne sait pas vraiment quand. Alors, pour la 4ème République, ça aurait été presque normal. Il y avait un délai, généralement, avant la nomination du gouvernement, de 2 à 4 semaines. Mais c'est pas normal sous la 5ème République. C'est la preuve d'un dysfonctionnement, d'une anomalie, de quelque chose qui se passe. Même sous Barnier, entre le moment où Barnier a été désigné Premier ministre et la nomination du gouvernement, il y a eu 9 jours. Et on estimait déjà à l'époque que c'était beaucoup. Alors on les a déjà battus allègrement, les 9 jours. Et on va les battre très très allègrement, puisqu'on nous dit encore une fois que rien avant au moins début octobre. Il faut toujours analyser les signes là où ils sont. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'anormal. Il se passe quelque chose de normal. Il n'a toujours pas de gouvernement. Je me rappelle, hein, rappelez-vous aussi, après ces fameuses élections européennes, la dissolution, ça a mis un temps fou avant d'avoir un Premier ministre. Et ensuite, eh bien, on était là à se dire, bah, ça va peut-être encore prendre 6 mois pour qu'il forme un gouvernement. Là, il n'y a toujours pas de gouvernement. Il y a un Premier ministre et c'est tout. Donc le mec, il est tout seul en haut de sa tour d'ivoire et il attend. Voilà. Ce que ça peut traduire, tout simplement, c'est le pourrissement, la volonté de pourrir la situation. On a une note qui s'est dégradée, on a la guerre qui est à nos portes. Ils sont en train de faire pourrir justement ce narratif avec voilà, des incursions de drones, patati patata, l'Estonie, enfin tout ce que tu veux. Bref, vous avez vu ces informations passer aussi, on va pas s'étaler là-dessus. Mais grosso modo, quand on voit le traitement de ces informations sur LCI, BFM, etc. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Nouvelle provocation de la Russie ce soir. L'OTAN menacée, l'OTAN attaquée dans son espace aérien. Une information de dernière minute. Les gardes-frontières polonais disent que 2 avions russes ont franchi l'espace aérien polonais. Mais également ce soir, l'Estonie attaquée qui dénonce une violation sans précédent de son espace aérien par 3 avions de combat russes. Après les incursions de drones en Pologne, l'OTAN est mise à l'épreuve. C'est des attaques russes. Hein. Littéralement, c'est des attaques russes avec des drones armés, je sais plus c'est quoi, Shined ou un truc comme ça, je me rappelle plus du terme exact. Au cours des 2 dernières semaines, des drones russes Shahed ont violé l'espace aérien de notre Union en Pologne et en Roumanie. Alors que ce n'est pas du tout ce type de drone, c'était des drones de reconnaissance, des drones en polystyrène qui n'avaient pas de charge explosive. Ils étaient juste là avec une caméra, et ça sert à la limite de leurre. Soit c'est de la reconnaissance, soit c'est un leurre pour permettre justement à des drones qui sont armés eh bien, d'aller toucher une cible et d'éviter d'être dégommés au premier tir de DCA, enfin de batterie anti-aérienne. Bref, le traitement médiatique là-dedans n'aide pas, et j'ai l'impression qu'ils sont en train de jouer le pourrissement pour pouvoir d'une part avoir potentiellement un conflit avec la Russie. Alors, rappelez-vous d'une chose, c'est que si on rentre en conflit avec la Russie, il ne faut pas que ce soit nous, les Européens, qui attaquons la Russie. Il faut que ça soit l'inverse. Il faut que la Russie nous attaque, elle fasse preuve d'agression, parce que sinon, eh bien, ce sera nous, les agresseurs, et forcément, bah, le narratif, ça va pas le faire du tout. Tu vois, personne va nous suivre. Alors que si c'est la Russie qui nous attaque, eh bien, on peut, eh bien, tout simplement
regrouper l'OTAN derrière nous, faire intervenir les États-Unis, etc. Bref, ça part en cacahuète totale, mais au moins on a une guerre. On a une guerre qui peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans et plus. Alors dans les commentaires, la dernière fois que j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais en fait, t'es fou, ça va pas durer 20 ans. Je veux dire, des puissances nucléaires qui s'affrontent, s'ils appuient sur le bouton, en 5 minutes, c'est réglé. » Évidemment qu'ils vont pas appuyer sur le bouton. Il n'y a pas un fou qui va faire ça. Enfin, je pense pas. Ou alors c'est vraiment que le mec est suicidaire et qu'il a envie d'emporter tout le monde dans la tombe. Peut-être Macron, évidemment. Étant donné que c'est des satanistes, ça m'étonnerait pas. Mais quand même, soyons raisonnables. Si ça part en cacahuète, ça sert à un objectif. Sinon, ils auraient déjà appuyé sur le bouton, ils auraient envoyé des bombes partout, on aurait déjà fait péter la planète. Si l'objectif c'était ça, je pense qu'ils l'auraient déjà fait. Donc, si l'objectif c'est d'avoir une guerre qui dure suffisamment longtemps pour bloquer les institutions, bloquer les élections et rester le plus longtemps possible au pouvoir, comme l'a fait Zelensky, et d'ailleurs Macron lui-même l'avoue, le dit. C'est pour ça que je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas encore vue. La vidéo Emmanuel Macron restera au pouvoir, il ne le rendra pas en 2027. Franchement, allez la regarder parce que les déclarations qu'il fait, et encore, hein, c'est un échantillon de toutes les déclarations qu'il a faites. Parce que si je vous mets tout, la vidéo elle dure 10 heures. Mais dans tous les cas, tout porte à croire que ce narratif-là est un narratif qui les intéresse. Est-ce qu'ils iront jusque-là? J'en sais rien, mais ça joue le pourrissement. Même à ce niveau-là. En France, ça joue le pourrissement de la dette. Ça fait 50 ans que ça dure. Aujourd'hui, on est dans une situation dramatique. La note a été dégradée. Et pourtant, il n'y a aucune volonté de réduire les dépenses, de corriger la trajectoire et de faire en sorte d'avoir un objectif long terme. C'est-à-dire, à la limite, tu veux faire de la dette, pas de problème. Mais dans ce cas-là, donne une orientation, un objectif aux Français. Tu leur dis, on va investir sur l'avenir. Et à l'avenir, vous allez voir que cet investissement va rapporter de la richesse à la France, ça va lui permettre de rayonner à l'international et ça va nous permettre de survivre et de potentiellement rembourser la dette, etc. Je sais pas, si tu veux investir et dépenser énormément d'argent, fais-le intelligemment. Achète du revenu et n'achète pas des passifs qui vont t'appauvrir avec le temps. Bon, bah même à ce niveau-là, ça joue le pourrissement. Ensuite, au niveau politique, alors là c'est une catastrophe depuis la dissolution, la fameuse grenade dégoupillée d'Emmanuel Macron, moi je suis certain qu'elle n'a pas encore pété. Et là le mec il se fend la poire, hein. Si on écoute le premier extrait, si on revient sur ce premier extrait, on entend tout simplement dire qu'Emmanuel Macron rigole de cette situation, écoutez. Ça va me permettre de rendre personnalité américaine, avec qui je suis en contact depuis longtemps, puisque on m'a fait savoir qu'Emmanuel Macron, effectivement, riait de tout ce qui se passait actuellement, puisqu'il prépare sa 3e candidature. Il prépare sa 3e candidature. Il faut qu'il arrête celle-là avant la fin. Hein. Bravo. Et c'est le scénario qu'il va employer, puisque encore une fois, je vous invite à attendre la fin de cette vidéo pour comprendre ce qui se passe derrière. Je vous parle de dette, etc. Mais vous allez voir qu'il y a autre chose qui se prépare. Et c'est pour ça que je vais vous parler des protocoles de Toronto juste après, parce que ça fait écho à ce qui a déjà été écrit, ce qui a déjà été dit, et quand on veut essayer de comprendre ce qui se passe, eh bien c'est bien de se projeter en arrière et de voir ce qui a déjà été dit, ce qui a été fait, ce qui a été prédit, etc. Et on voit certaines cohérences. Alors je dis pas encore une fois que c'est la vérité, enfin, je n'ai pas de vérité, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, et ça je vous le dis souvent sur cette chaîne, même si ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit, du coup je vais vous faire une petite piqûre de rappel, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui sort de ma bouche, vérifiez vos informations, n'hésitez pas à croiser les informations, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis en consultant d'autres chaînes, d'autres médias, etc. Parce que je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité. Ce ne sont que des scénarios, d'accord? Ce ne sont que des scénarios. Maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que, selon vous, c'est possible? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que Macron pourrait tout simplement avoir un 3e mandat? Eh bien, je vais vous remontrer un extrait qui remonte un petit peu, et vous allez voir que déjà, dans sa tête, il y pense. Pourquoi? Eh bien, attendez 30 secondes et vous allez avoir votre réponse. D'ailleurs, pour corroborer ce que tu dis, notamment, il y a quand même le Canard enchaîné de mercredi dit que le service d'information du gouvernement, donc le SIG, a commandé un sondage pour OpinionWay pour une nouvelle candidature de Macron en 2032. Il s'arrête jamais, en fait. Voilà. Une nouvelle candidature en 2032. Un sondage a été lancé par le service d'information du gouvernement. Enfin, c'est complètement fou, mais c'est officiel. Enfin, c'est quelque chose de dingue. Ça veut dire que dans leur esprit, ils envisagent déjà d'avoir une solution, une porte de sortie, et de pouvoir revenir sur la scène de la politique en 2032 avec potentiellement Emmanuel Macron, encore une fois, au pouvoir. C'est fou, et pourtant, eh bien, c'est la réalité. Donc, dans leur tête, ils y pensent. Ça veut bien dire une chose, c'est qu'ils sont capables de tout, pour pouvoir rendre cela réalisable. Alors comme je vous ai dit, il y a plein d'autres scénarios possibles, c'est pour ça que tous les narratifs actuellement sont en ébullition, pas encore celui de la pandémie, mais potentiellement la pandémie, la crise sanitaire mondiale qu'Ursula von der Leyen nous a vendue le 10 septembre dans son discours sur l'état de l'Union européenne, eh bien potentiellement ça pourrait être un narratif qui viendrait au secours d'Emmanuel Macron à un moment donné.
pour l'instant, celui-ci, il est de côté. Mais pour les autres, eh bien, on laisse tout simplement le réchaud à fond la caisse. Voilà, les flammes sont à fond et on fait en sorte que ça boue, ça boue, ça boue et que ça ne s'arrête jamais. Donc pour ça, tu remets de l'huile sur le feu et tu admires les flammes, tout simplement, les flammes de l'enfer. Étant donné que c'est des sataniques, ils aiment bien. Écoutons un petit peu plus de cette vidéo en revenant en arrière dans cette vidéo parce que vous allez voir que ce qui a été dit juste avant, je vous ai montré ce petit extrait pour que vous puissiez vous projeter dans la tête d'Emmanuel Macron et du gouvernement macroniste, puisque pour eux, évidemment, c'est intéressant d'essayer de voir si on peut remettre Macron au pouvoir. Et sinon, en attendant, eh bien, on va pouvoir tout simplement temporiser avec un candidat macroniste, un clone. Écoutez, c'est très intéressant. Mais en fait, on a eu cette dissolution, et moi j'ai dit, et je répète la même chose depuis 1 an, et alors là je vais te dire, je prétends pas être le seul à avoir raison. Même si dans la matière, je suis un peu le seul à avoir eu raison quand même. Hein. En tout cas, parmi la galaxie des juristes. J'ai dit, si Emmanuel Macron ne démissionne pas, s'il n'est pas fait démissionner tout de suite, s'il ne pousse pas sa démission, si l'esprit des institutions ne le pousse pas à démissionner immédiatement après la dissolution manquée, avec les résultats électoraux invraisemblables qu'on a eus, il ne démissionnera pas, il va jouer la montre, il va tenter de se rattraper le hocher qu'il a un peu abandonné lui-même en jouant des stratégies de paravent successifs. Et c'est exactement ce qu'on a eu avec Michel Barnier, Premier ministre, François Bayrou, Premier ministre, la guerre en Ukraine comme paravent également, je veux dire, où il fait soit le matamor un jour, soit le grand plénipotentiaire sur la scène internationale, et aujourd'hui, finalement, une espèce de scène à l'arrêt, avec en plus ce dernier coup de semonce qui était Marine Le Pen, qui est pour l'instant, coupée de l'élection présidentielle 2027. Alors, pour donner un tout petit peu de contexte à cette vidéo, elle a été diffusée en direct le 12 juin 2025. Donc ça remonte un petit peu, mais c'est pour vous dire que dans ma mémoire, ce passage-là, il est resté imprimé. Parce que c'est une possibilité parmi tant d'autres, et comme je souhaite de tout cœur sortir de ce système, évacuer Emmanuel Macron, évacuer la Macronie, évacuer tous les parasites qui sont implantés dans toutes nos institutions, évacuer évidemment l'Union européenne et tout ce qui gravite autour, eh bien forcément ce genre d'informations, eh bien ça a tendance à se graver dans mes mémoires. Et quand j'apprends certaines informations, notamment qu'Emmanuel Macron serait peut-être potentiellement en train de préparer sa fuite pour pouvoir préparer un 3e mandat, ça me remonte un petit peu à l'esprit. Dans tous les cas, voilà, c'était le chaos. Et aujourd'hui, 3 mois plus tard, c'est toujours le chaos. Voilà. Écoutez la suite. Donc, tout est à l'arrêt, complètement à l'arrêt, dans une stratégie de l'immobilisme qui est exactement celle que je craignais à l'époque. C'est que finalement, ils pourrissent le tout et ils entraînent le tout dans sa chute. Oui, parce que la chute, elle est colossale. Hein. Sur l'économie, sur la démocratie, on en a déjà parlé 1000 fois, sur l'insécurité, l'ensauvagement, le narcotrafic. Enfin, là, c'est une descente aux enfers, mais qui est extrêmement rapide. Moi, c'est ça qui me... Pourtant, je suis Macron depuis très longtemps, mais là, c'est d'une rapidité, c'est fulgurant, c'est même imparable, j'ai envie de te dire, tant qu'il reste là, ce monsieur. Et tu sais, l'écran de fumée, ça tient un temps. Alors, il y a des écrans de fumée plus ou moins brillants, ça dépend des périodes, ça dépend des personnages, etc. Mais en fait, ce qui est terrifiant, c'est que ça fait 8 ans que le Conglo, sur qu'est-ce que le macronisme, cette liquidité, cette décision soi-disant compliquée, tu sais, à l'époque, je te rappelle, certains l'appelaient le président philosophe, hein, rien que ça, je veux dire, en 2017. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment, tu sais, quelque part, que l'histoire fait son retour et que l'histoire, à un moment, elle réclame son dû. Elle réclame son dû non pas seulement par rapport à Macron, qui est le dernier avatar rajeuni de toute une période politique en fait, mais l'histoire est en train de réclamer son dû et l'histoire nous met face à nos responsabilités à tous et nous met en face d'un gigantesque changement. Et comme par hasard, regarde, en quelques temps, tu as des scandales dans tous les coins. Je parle évidemment de Betaram avec Bayrou. Tu as en même temps la dégradation de la note française qui fait fuir les marchés. Tu as potentiellement la mise sous tutelle du FMI, qui est quand même un scénario à la grecque, qui pour l'instant n'est pas encore là, mais on en parle. Tu as en même temps l'ensauvagement dont dont certains se demandent encore si oui ou non le mot a le droit d'être employé. Tu as des assassinats, je veux dire, épouvantables, comme je parle là de l'affaire du lycée, je veux dire, récente, d'il y a quelques jours, avec Emmanuel Macron qui nous dit 2 jours avant, les faits divers ne méritent pas d'être glosés parce que c'est du lavage de cerveau, et 2 jours plus tard, le pire se survient. En fait, toutes les planètes s'alignent dans une sorte de congrégation du pire. Et par contre, je pense quand même que pour l'instant, tout est dans un immobilisme un peu flou. On a l'été qui va survenir, il y aura une espèce de juillet et d'août. Rien ne dit qu'il n'y ait pas un chambardement, en tout cas un réalignement, un autre réalignement avec la rentrée, lorsqu'il faudra le budget, qu'on va revenir à la phase de septembre dernier, c'est-à-dire des ajustements, des équilibres, etc. Et là, on va voir comment Emmanuel Macron va passer l'hiver. Ce qui pour moi est terrifiant, je ne te le cache pas, je dis la même chose depuis 1 an, c'est que plus l'hiver se poursuit avec lui, plus l'hiver est rude. Plus le personnage reste, plus l'hiver est rude. Et je dis la même chose depuis 1 an, je m'excuse de le répéter, mais il fallait le débrancher tout de suite, convoquer de nouvelles élections présidentielles et assumer que le nouveau président puisse dissoudre l'Assemblée à nouveau. J'avais dit, il faut remettre d'équerre les institutions. On n'a rien remis d'équerre. Et parce qu'on n'a rien remis d'équerre, on a tout laissé se pourrir avec le pourrisseur en chef qui s'appelle Emmanuel Macron.
Oui, complètement, parce que là, il y a une véritable... C'est un pourrissement pour toi. Hein. Pour toi, la stratégie de Macron, c'est le pourrissement, c'est ça. Alors je me permets juste de faire une micro-coupure sur cet extrait, puisque la vidéo dure quand même 1h10, et je vous inviterai donc à aller la voir dans son intégralité, si ça vous intéresse. Ça s'appelle Macron sur le départ, article 68 ou motion de censure pour s'en sortir, avec Ghislain Benessa, et franchement c'est très intéressant. Mais je vous coupe parce que j'aimerais savoir ce que vous pensez du tableau qu'il vient de dépeindre de la France. La dette, etc., la guerre, le pourrissement, enfin bref, tout ce qu'il vient de décrire, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Personnellement, je pense exactement pareil, il est en train de jouer la stratégie du pourrissement afin que les institutions s'écroulent sous leur propre poids. Et ça va permettre plusieurs narratifs par la suite. Et on y reviendra dans d'autres vidéos, puisque derrière tout ça, il y a d'autres scénarios qui se mettent en place, et ce pourrissement pourrait être utilisé à son avantage par la suite. Et voilà. Je tenais à vous demander tout simplement ce que vous pensez de la situation actuelle en France. Est-ce que pour vous, on peut encore aller plus bas ? Ou est-ce que pour vous, on est déjà au fond de la piscine et il faudrait peut-être penser à remonter? Parce que comme il vient de dire, on est en train de se faire rattraper par l'histoire, on va être amené à prendre des décisions et avoir peut-être un moment charnière. Est-ce que c'est le moment de changer l'intégralité du système? Est-ce que c'est le moment où les Français vont quand même se réveiller? Ou est-ce que c'est le moment où on va se faire absorber par le système et on va continuer cette descente aux enfers vers encore plus de macronisme, vers encore plus d'Union européenne, etc. À vous de me le dire dans l'espace des commentaires. Maintenant, je vous invite à écouter la suite. À la fin de cette émission de 3 heures, Emmanuel Macron, que j'ai commenté, je ne cache pas, j'étais le lendemain avec Clémence Oudiakova, qu'on salue, que je salue effectivement, à l'époque elle m'avait invité pour en parler, j'avais dit, on est passé un peu vite sur cette petite provocation de fin d'émission qui était Emmanuel Macron qui nous disait, tu te rappelles, il songe à 2032. Oui, bah. C'est-à-dire que pour lui, si finalement l'immobilisme règne et si rien ne change, bah, qu'est-ce qui lui empêcherait, après 2 mandats successifs, de revenir 5 ans plus tard pour un nouveau mandat? Alors, pourquoi je dis cela? Parce que par-delà, c'est une petite provocation, et maintenant on a l'habitude, Emmanuel Macron est l'homme des petites phrases. C'est vraiment, c'est l'apôtre de la phrase agressive. Tu sais, l'hubris macronien, maintenant on connaît ça, le sentiment d'être au-dessus des lois, fait qu'à mon avis, il s'imagine vraiment que de toute façon, le pouvoir restera soit entre ses mains, soit entre les mains d'un nouveau Macron, qu'il s'appelle Édouard Philippe ou Gabriel Attal, ça ne change rien à l'affaire. Et que quelque part, ce serait une stratégie pour rester en place avec l'idée soit d'un clone, soit carrément du même qui reviendrait plus tard. Et je pense que moi, contrairement à pas mal de gens, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Parce que je pense que la démocratie minoritaire qu'on a inventée, enfin qu'ils ont inventée, le rétrécissement démocratique fait que plus le bloc central se tend, parce qu'il se réduit, plus il se tend et se réduit, plus il se réduit, plus il se tend dans un mouvement dialectique. Ce qui fait qu'au bout, ce bloc central perd des alliés, ce bloc central se réduit, ce bloc central est congédié de toutes parts, ce bloc central est mis en minorité, il n'empêche, il a une sainte panique en tête, une horreur en tête, c'est qu'il a bien compris que si un jour ça change, cette fois-ci, il pourrait y avoir un jour un vrai coup de balai. Et plus... Il pourrait y avoir un vrai coup de balai. Ils ont peur des urnes, ils ont peur de la démocratie. Ils ont peur que les Français reprennent le pouvoir. C'est pour ça qu'ils font en sorte que les Français ne se réveillent pas, que les Français n'aient plus foi en la politique, n'aient plus foi en eux, n'aient plus foi en l'avenir. C'est pour ça qu'ils font tout pour conserver ce pouvoir ad vitam aeternam, parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où il va y avoir ce point de bascule, où évidemment ils vont perdre ce pouvoir, il y a un risque de véritable coup de balai. Alors, il parlait de provocation, il parlait d'une petite provocation comme ça, voilà, bon, c'est mis sur la table, c'est peut-être pour provoquer l'opposition, etc. Mais il dit aussi qu'il faut les prendre au sérieux. Et il faut surtout prendre Emmanuel Macron au sérieux. Parce que ces mondialistes, macronistes, européistes et tout ce que tu veux, mon cul sur la commode, ces gens-là, ils sont convaincus d'une chose, c'est qu'ils sont là pour une mission et il faut l'accomplir. Et ils passent leur temps, de temps en temps, à laisser des petites traces. Ils signent, voilà, ils disent ah, c'est moi. C'est moi qui fais la scène de crime, c'est moi. Voilà. Ils sont en train de signer, et en fait, au fur et à mesure que tu les vois parler, prendre la parole, etc., eh bien, ils laissent des petits faisceaux d'indices. Et ils te disent clairement ce qu'ils vont faire. Par exemple, je n'ai pas l'intention de rendre le pouvoir en 2027, j'ai l'intention d'être encore là en 2032, j'ai besoin de vous dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je serai là, c'est mon projet, vous inquiétez pas, on sera toujours là. Enfin bref, toutes ces déclarations, les unes après les autres, elles sont pas anodines, c'est pas des accidents. Ou alors c'est vraiment qu'ils sont très cons. Mais je pense sincèrement que c'est juste pour signer leur crime, tout simplement. C'est pour parler à leur état profond, c'est pour parler à leur réseau. C'est voilà, c'est une manière tout simplement de faire passer des messages et de dire, vous voyez, on est là, on vous emmerde et on ira jusqu'au bout. C'est notre projet.
Notre projet, c'est de détruire l'État-nation français. Notre projet, c'est de construire cette Europe fédérale. Et c'est de faire en sorte de mettre la main sur tous les pays de l'Union européenne. Et d'asservir tout le monde. Parce que oui, à toute fin, ça sera l'asservissement du peuple, des peuples, enfin du peuple européen, puisque maintenant ils ont envie d'appeler ça un peuple européen, mais ce sera l'asservissement de toutes les régions de cette Union européenne, qui deviendra fédérale, ou un État centralisé, je ne sais pas encore ce qu'il va devenir, mais voilà, on sera des esclaves, parce qu'ils auront mis tout en place pour nous asservir. Et on va passer notre temps, notre vie, à essayer de survivre et à essayer de payer leurs conneries. Mais leurs conneries, c'est pas des bêtises, hein. Tout ça c'est planifié, tout ça c'est voulu. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont en mission. Alors évidemment, la mission n'est pas terminée. Alors comme elle n'est pas terminée, ils vont surtout pas te rendre les rênes. Ce serait embêtant quand même que quelqu'un arrive au pouvoir et casse tout ce qu'ils ont fait brique après brique, tu vois. Ah non, on remet tout en place. Ça serait un peu gênant. Donc évidemment, le pouvoir, ils ont l'intention de le garder, ils le tiennent et ils le tiennent fermement, voilà. Ils feront tout pour le conserver. Voilà, écoutez juste ce petit extrait qui va être complété par un extrait que je vous ai déjà montré, et ensuite vous allez voir qu'on va encore développer un petit peu dans cette vidéo ce qui est en train de se passer et les conséquences que ça pourrait avoir. Mais écoutez juste ce petit passage parce qu'il est intéressant. Et je rajoute dans la balance quand même, c'est que Emmanuel Macron a été élu très jeune, il avait moins de 40 ans. Je pense que s'imaginer qu'un quarantenaire comme lui puisse passer le flambeau comme un vieillard, quelque part ça doit le gêner. Il est encore en pleine possession de ses moyens, il a certainement pas envie de laisser la chose lui échapper comme ça. D'ailleurs, pour corroborer ce que tu dis, notamment, il y a quand même le Canard enchaîné de mercredi dit que le service d'information du gouvernement, donc le SIG, a commandé un sondage pour OpinionWay pour une nouvelle candidature de Macron en 2032. Il s'arrête jamais, en fait. Il s'arrête jamais. Voilà, donc ça, vous l'aviez déjà vu, mais effectivement, à 40 ans, il n'a pas envie de lâcher le pouvoir, il y a pris goût. De toute façon, cette personne, Emmanuel Macron, a l'air quand même instable. Je vais essayer de rester poli dans cette vidéo, histoire de ne pas avoir de problème, mais quand je vois certaines de ses interventions et ses réactions, ne serait-ce que le débat qu'il y a eu entre lui, Emmanuel Macron, et Florian Philippot, pendant les premières élections en 2016-2017, allez le voir, vous pouvez le retrouver hein, sur YouTube, hein, ça date d'il y a 9 ans quand même, mais bon, allez le voir. C'est très intéressant, vous allez voir comment Florian Philippot garde son calme. Franchement, c'est incroyable. Florian Philippot, il est posé. Il débat, il apporte des éléments de contradiction. Par contre, en face, tu as Emmanuel Macron qui, lui, littéralement, arrête pas de rabaisser Florian Philippot, arrête pas de lui couper la parole. Et surtout, on a l'impression de voir un mec hyper actif qui a envie d'en découdre. Mais sincèrement, on a envie voilà, on le voit. Quelqu'un qui n'a pas pied, quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui tienne tête, quelqu'un qui aime avoir raison, coûte que coûte, et qui est prêt en fait à tout pour écraser son adversaire. C'est ce que je vois dans cette vidéo, c'est ce que je vois dans ce débat. Ça dure une quinzaine de minutes je crois, mais franchement ça reflète quand même plutôt pas mal la psychologie d'Emmanuel Macron. Je vous le mettrai peut-être dans la description si j'y pense, évidemment. Sinon n'hésitez pas à me la demander, comme ça j'irai la rechercher après coup. Mais dans tous les cas, c'est vraiment intéressant de voir comment Emmanuel Macron réagit à chaud quand il est poussé dans ses retranchements. C'est pour ça qu'il est dangereux aussi, hein. Parce qu'imaginez, demain on part en 3e guerre mondiale, le conflit est ouvert, il est officiel, imaginez un petit peu dans quel niveau de délire ce type peut nous emmener. Tellement, quand tu le pousses à bout, quand tu le challenges, il perd pied, il dérape et devient fou. Mais littéralement, regardez cette vidéo, ça vous donnera un extrait, vraiment un tout petit extrait de sa psychologie. Je pense que cette personne est instable. Mais bon, après c'est que mon avis. Écoutez bien ce petit extrait parce qu'il est très intéressant, il va vous expliquer comment fonctionne l'article 68 et pourquoi c'est très difficile de le mettre en place et de foutre dehors Emmanuel Macron. Écoutez bien, parce qu'il y a un petit twist dans cet extrait qui, je pense, va surprendre certaines personnes. Il faut que les parlementaires se constituent en haute cour pour juger de l'acte répréhensible ou pas commis par le président de la République. Mais ensuite, la procédure fait l'objet de stades successifs. Et il est précisé noir sur blanc que l'ensemble de ces stades doivent faire l'objet d'une validation aux 3/5 de l'Assemblée. Eh oui. Ça veut dire que le Parlement, dans son entièreté, pour certaines des étapes, il faudrait que et l'Assemblée nationale et le Sénat voient une majorité des 3/5 se dégager pour voter la destitution d'Emmanuel Macron. Et je te le donne en mille, il n'est pas dit qu'un président destitué ne puisse pas ensuite se représenter à l'élection présidentielle. Ça, c'est pas prévu, Guilain? Ah non, ça veut dire imagine, il est dit. Alors là, vu qu'il ne peut pas faire 2 mandats successifs, le Conseil constitutionnel aurait à se demander s'il peut ou pas le faire, s'il choisirait de le faire, et rien n'empêcherait qu'en 2032 ou en 2030, tu vois, si ça modifie l'agenda, qu'il revienne par la fenêtre. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation ubuesque, à la fois pour la mise en pratique, pour ses conséquences, sa grille de lecture et l'ensemble du système même de la destitution. D'autant plus, je pense, que trouver, et c'est le fond du débat, 3/5 aujourd'hui dans une assemblée ingouvernable, faut franchement se lever de bonne heure.
Et oui, il faut franchement se lever de bonne heure. Ça va être compliqué de trouver suffisamment de personnes capables de le foutre dehors, parce qu'il faudrait vraiment qu'Emmanuel Macron ait foutu un joyeux bordel dans ce pays. Alors, je trouve que c'est déjà le bordel, d'accord, mais je trouve que c'est pas encore assez pour justifier, selon eux, de leur point de vue, de foutre dehors Emmanuel Macron. Alors de mon point de vue, personnellement, il y aurait longtemps qu'il serait dehors, évidemment, et je pense que c'est pareil pour vous, je pense que vous partagez à peu près le même avis sur notre président de la République. Mais pour tous les autres, tous ceux qui mangent dans la gamelle, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, surtout que tout le monde gravite autour de la Macronie. Alors, il faudrait quand même que le Conseil constitutionnel se penche là-dessus et tranche, entre guillemets, pour décider si oui ou non Emmanuel Macron pourrait se représenter en 2030 ou 2032. Parce que oui, si on met un terme à son mandat aujourd'hui, eh bien on fait des élections anticipées et un nouveau mandat de 5 ans arrive. Et 2025-2030, ça tomberait en 2030 et ça tombe bien puisque l'agenda des mondialistes et des euro-fédéralistes, eh bien c'est 2030. Ah bah tiens, ça tomberait vraiment très très bien quand même pour eux. Donc potentiellement, on pourrait avoir une élection anticipée et à 2030, retour d'Emmanuel Macron, ou en 2032, encore une fois, retour d'Emmanuel Macron. Alors quand tu le fous à la porte avec un grand coup de balai ou un grand coup de pied dans le cul, eh bien le mec il repasse par la fenêtre ou par la cheminée, c'est incroyable. Et si tenté qu'il essaye et que ça marche pas, eh bien il pourrait toujours compter sur l'Union européenne, qui pourrait faire un saut fédéral, qui pourrait devenir un État centralisé, et qui pourrait tout simplement modifier sa constitution. Alors, en tout cas, surtout si on faisait un saut fédéral. Alors je ne sais pas si ça marche pareil avec un État centralisé. Dans tous les cas, si on revoit la constitution européenne et qu'on crée cette constitution européenne qui retire tout simplement les constitutions des différents pays, et ça c'est possible, eh bien on pourrait très bien déterminer qu'Emmanuel Macron puisse se représenter, puisque ce serait un mandat européen et non un mandat français national, quoi. Donc c'est possible. Donc le mec, il a plusieurs sorties possibles et surtout plusieurs petites fenêtres d'entrée par la suite. Et c'est pour ça que c'est inquiétant. C'est pour ça que c'est vraiment important de se pencher sur ce qui se passe, parce que potentiellement, eh bien on pourra le revoir encore, et encore, et encore, et encore, et bouffer du Macronistan à vitam aeternam. Sachant que, évidemment, si c'est des élections anticipées, avec la presse mainstream qui va te faire du bourrage de crâne à beaucoup d'électeurs, parce que malheureusement, les électeurs qui se déplacent et qui vont voter majoritairement, ce sont des gens qui bouffent de la télé en continu, et qui sont matrixés par ces médias de propagande, eh bien ceux-là, on pourra leur vendre un macroniste. Voilà. Et donc on se retrouverait, malheureusement, encore et toujours avec un clone d'Emmanuel Macron. Je sais pas si vous voyez un peu le scénario, mais moi ça me fait un petit peu peur. Voilà. Ça craint quand même, ça craint. Écoutez la suite, c'est pas fini. Imagine, nous sommes le 12 juin. Imagine, nous nous retrouvons pour discuter tous les deux le 4 novembre, d'accord ? Allez, le 3 décembre. Depuis le mois de juillet 2025, Emmanuel Macron disposera à nouveau du droit de dissolution. Il a dit, lui, il y a quelques jours, il aimerait autant, je crois qu'il a dit quelque chose comme ça, il aimerait autant ne pas le réutiliser, donc parvenir à la fin de son mandat en l'état. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il en dispose toujours, puisqu'il a utilisé tout simplement François Bayrou comme fusible pour sauter et pour tout simplement reformer un nouveau gouvernement. Mais ce nouveau gouvernement, il pourra ensuite le redissoudre et continuer cette politique du pourrissement et de tout simplement l'immobilisme. Ça, c'est un vrai danger. Parce que là, actuellement, il dispose encore de cette possibilité. Il peut dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée nationale. C'est un truc de fou. Mais imagine, le 3 décembre, ça renacle dans tous les coins. C'est-à-dire, il y a une poussée budgétaire, enfin, un problème budgétaire de plus. Il y a une énième dégradation de la France. Il y a la troïka du FMI et de l'Union européenne qui débarque. Il y a... On a déjà eu la dégradation de la note. Donc déjà, dans le lot, il n'avait pas encore anticipé ça. Je suis désolé pour cet arrêt sur image, mais il n'avait pas encore anticipé ça. Et il a mis dans le mille. Bon, après, ça faisait longtemps qu'on aurait dû l'avoir, cette dégradation de la note, donc c'est pas non plus c'est pas non plus une nouvelle incroyable. On savait que ça allait arriver, on savait juste pas quand. C'est arrivé, et maintenant, eh bien, on va avoir le champ libre pour encore plus dégrader les finances de l'État et de la France, puisqu'on va pouvoir faire grimper cette dette de manière exponentielle. Parce que les taux, eux, même s'ils ne bougent pas trop actuellement, vont finir par grimper. Et à partir du moment où les taux grimpent, eh bien, forcément, la charge des intérêts va grimper aussi, elle va devenir exponentielle, et à la fin, eh bien, on te met littéralement la laisse au cou. Et ça craint. Je ne sais pas, imaginons une fiscalité sur le patrimoine qui rentre en ligne de compte pour payer la dette de la France.
Ça, c'est la taxe Zuckman qu'ils essaient d'imposer aux riches. Mais là, encore une fois, prenez garde hein, pour ceux qui soutiennent cette taxe. Alors, je ne vais pas aller faire des recherches sur Robert Kiyosaki. C'est un auteur qui a écrit des best-sellers, hein, Père riche, Père pauvre, qui est un des premiers livres qui m'a permis de m'éduquer à la finance personnelle et surtout à l'investissement. Et franchement, je vous le recommande si vous voulez vous en sortir financièrement. C'est un bon point d'entrée à la finance personnelle. Et dedans, il explique tout simplement que les taxes, à la base, les impôts et les taxes ont été mises en place, enfin surtout les impôts, ont été mises en place pour les riches. Et finalement, les riches, comme ils sont riches, ils trouvent toujours des moyens de faire modifier les lois, d'éviter cet impôt. Et finalement, l'impôt qui a été créé pour imposer les riches a fini par ruisseler et arriver sur les plus pauvres de la société. Et finalement, eh bien, c'est surtout les pauvres qui payent beaucoup de taxes et beaucoup d'impôts. Voilà. Vous regardez tout simplement ce que vous vous faites prélever sur vos fiches de salaire, vous allez comprendre que même ceux qui ont un zéro pointé sur leur fiche d'imposition, eh bien, ils payent quand même 55 à 60% d'impôts. Voilà. C'est quand même pas mal. Donc faites attention à la taxe Zuckman au début, si elle est acceptée, bon je pense pas que ça passera, mais si ça passe, un truc dans ce genre, eh bien ça sera les riches au début, et ensuite, eh bien, ce sera les classes moyennes et les pauvres. Si tant est que les classes moyennes existent encore, parce que le but, c'est de les détruire. Ouais, ça fait partie des protocoles pour détruire un État-nation. Malheureusement, eh bien, il y a trop de personnes qui ont un peu trop de blé, donc il va falloir déjà raser gratis, on va leur faire les poches, et en plus de ça, eh bien, on va faire en sorte qu'ils se retrouvent tout en bas, voilà, la tête dans le caca, comme ça ils pourront plus nous faire chier. Etc., etc. Il y a des placements hasardeux et une mise sous tutelle de certains, de la fiscalité personnelle, de l'épargne des Français, d'accord, etc. T'as bien vu que la petite musique, je pense que c'est ça qu'il va dire, mais la petite musique, elle est en train de résonner dans tous les sens. Protégez votre épargne, c'est pour ça que je vous ai déjà dit, faites en sorte d'acheter des matières premières ou des valeurs refuges, achetez du bitcoin, achetez de l'or, achetez des choses qui vont vous permettre de conserver de la valeur si demain il y a une crise majeure. Voilà, c'est pas non plus magique, je veux dire, tout va s'effondrer, le jour où ça va arriver, tout va s'effondrer, mais derrière ça, quand ça va remonter, les seules choses qui vaudront quelque chose, eh bien ce seront des matières premières, des matières qui valent quelque chose dans la réalité, d'accord ? Voilà. Après, si vous avez de l'euro, du dollar ou autre, eh bien le jour où il y aura une crise financière, que ce soit au niveau national, européen ou mondial, évidemment, votre monnaie va dévaluer, votre compte en banque ne vaudra plus rien, quel que soit le montant qui sera dessus, et ça, c'est pas bon du tout. Et si c'est une crise nationale par rapport à la dette, etc., eh bien, on peut très bien décider de venir vous saisir votre épargne. Ça, c'est une possibilité, ils sont de plus en plus nombreux à en parler. Il y a longtemps qu'ils essaient de flécher votre épargne d'une manière ou d'une autre pour faire du dirigisme, hein, c'est-à-dire choisir les entreprises où les intérêts leur sont favorables, les points d'investissement dans lesquels ils voudraient que votre argent aille se fourrer. Mais ça, c'est compliqué à mettre en place. Par contre, vous saisir votre épargne, ça, c'est possible. Hein, avec la loi, par exemple, programmation militaire, c'est possible. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils entretiennent le feu au niveau de la guerre. Ça peut leur permettre de vous saisir votre épargne. Si demain, ils déclarent l'état d'urgence et l'économie de guerre et le besoin de vous réquisitionner, eh bien, d'une part, on peut vous envoyer sur un front, et d'autre part, on peut prendre votre épargne. Voilà, c'est légal, c'est écrit dans les textes. C'est un truc de fou, et pourtant, c'est la réalité. Donc, faites très attention. Cette petite musique, elle résonne, mais elle commence à se faire entendre de plus en plus fort. C'est un véritable danger qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère. Mais vraiment pas, sincèrement. Musique. Oui. Tout ça à un moment où, comme d'habitude, le premier coup de rabot sur le fonctionnement global de l'État, qui est délirant, n'est toujours pas fait. Parce qu'on parle quand même de budgets successifs qui ont eu du mal à être votés, qui ne changent jamais rien aux grands équilibres budgétaires de ce pays. Et ce qui est d'ailleurs assez drôle, c'est qu'ils ont réussi du coup à faire sauter François Bayrou sur la base de ce budget qui, encore une fois, n'a pas passé du tout le coup de rabot. Donc, comme je le dis, et c'est une possibilité, on peut très bien avoir un nouveau Premier ministre qui va encore servir de fusible, avec un nouveau gouvernement qui servira lui aussi de fusible, et encore une fois, dissoudre cette assemblée. Pourquoi pas? Peut-être après déclencher un article 16, parce qu'on sait jamais, hein, peut-être que dans les rues, avec ces mouvements de grève bloquons tout qui partent un petit peu en vrille, l'un dans l'autre, ça peut justifier la situation chaotique. Bon, puis après ça, soit on le censure, soit il démissionne de lui-même. J'en sais rien ce qui peut se passer. Très sincèrement, j'en sais rien. Voilà. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, il est capable de tout. Mais écoutez un petit peu. On va retourner sur le premier passage que je vous ai montré, le passage sur Magazine Nexus, et on va développer là où je m'étais arrêté. Je vous avais dit, regardez jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous allez voir ce qui va nous attendre. Et il en parle très très bien. Donc je vais le laisser s'exprimer et vous allez voir que c'est pas joli. Plus il y a un schéma financier qui est en train de se faire, puisqu'aux États-Unis, mais ça sera l'objet d'une autre chronique, aux États-Unis, le dollar est actuellement attaqué
par le gouvernement Trump. C'est ce que tu m'as dit, j'ai pas compris comment et pourquoi. Mais Parce que l'oligarchie se rend compte que tôt ou tard, de toute façon, ça va, le dollar, ça va s'étioler. Et ce qui est très intéressant, c'est que Trump a mis la moitié de sa fortune dans le Bitcoin. Et donc, ils sont en train eux-mêmes d'attaquer le dollar sur leur propre sol. Et c'est pour ça qu'il a nommé quelqu'un de nouveau à la Fed. Le seul qui en a parlé récemment. Tout récemment. Le seul que j'ai entendu parler dans les réseaux sociaux, c'était quand même Charles Gave, qui est quand même quelqu'un d'assez érudit sur la question, qui a parlé de trou noir après la baisse de la note française. Effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, parce qu'il va y a une crise aux États-Unis du fait que les taux d'intérêt vont baisser, plus la déflation chinoise. Qu'est-ce qui va se passer en Europe? Il va y avoir une inflation. Il y aura du chômage de masse, et puis aussi il y aura beaucoup moins de consommateurs. Déjà aux États-Unis, comme on dit aux États-Unis, quand Wall Street s'enrhume, l'Europe, je veux dire, s'étouffe en l'occurrence, et puis tout le monde va attraper froid. Et ça va être très intéressant parce que c'est un des plans de la Macronie, qui est la destruction, là pour le coup, ça va se mettre en place, de la classe moyenne française, puisque la classe populaire est morte après les Gilets jaunes. Et là, on va voir comment tout ça va s'enclencher. Donc ça se joue à un autre niveau, c'est autre chose que les débats factices que j'entends de ci, de là, sur les réseaux sociaux, avec ces pseudo-stars qui ne mènent aucun combat, et qui, il faudrait avoir leur blanc-seing. Alors, ce qu'il vient d'annoncer, c'est probablement la prochaine crise financière. Alors, elle sera sûrement nationale au niveau français, mais elle sera probablement même au niveau européen. Et le problème, c'est que l'Europe, elle ne représente plus rien au niveau économique. Et quand je parle de l'Europe, je parle bien évidemment de l'Union européenne. Donc nous, on est en train de se faire bolosser économiquement, on se fait bolosser politiquement, parce qu'on ne représente plus rien, on n'est plus respecté par personne. Les seuls qu'on représente, c'est nous-mêmes. Nous sommes devenus des zombies, littéralement. Et le problème, c'est que quand il n'y a plus d'argent, eh bien, on va en chercher là où il y en a. Et il y en a où? Dans l'épargne des Français, pour commencer, et dans leur patrimoine. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de la loi programmation militaire, que je vous dis depuis un petit moment qu'on essaie de faire en sorte que la Russie devienne l'agresseur, pour pouvoir lancer un conflit, et justifier tout un tas de mesures et de modifications des institutions en profondeur. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème qui, nous pend au nez. Et il souligne un truc très important, ils ont détruit les classes populaires. Et là, il s'attaque depuis un petit moment maintenant aux classes moyennes. Et on va tout droit vers la destruction des classes moyennes. Et c'est pour ça que je veux vous montrer un truc. Je veux vous montrer un petit passage des protocoles de Toronto. Je vais vous en faire la lecture. Et vous allez voir que c'est très perturbant. C'est un livre qui est sorti en 1995. Et à l'intérieur de ce livre, on y voit deux protocoles qui auraient été normalement, si l'auteur de ce livre dit vrai, écrit en 1967. Et en gros, ces protocoles, c'est tout simplement les étapes à suivre pour détruire un État-nation et pouvoir lancer le nouvel ordre mondial. Donc en gros, déjà pour commencer, une Union européenne qui deviendrait fédérale, un État centralisé, qui permettrait tout simplement de prendre le contrôle de tous les pays de l'Union européenne, et ensuite potentiellement s'étendre au reste du monde. Mais pour l'instant, on n'en est pas là évidemment. Écoutez ce petit passage, je vais vous montrer ça, et vous allez voir que ça fait peur. Parce que ça y est quand même, quelle que soit la date à laquelle ça a été écrit, c'est sorti, ça a été publié en 1995. Donc c'est pas récent, c'est pas quelqu'un qui vient d'écrire. Et qu'on y croit ou pas, dans tous les cas, force est de constater qu'ils respectent quand même les étapes les unes après les autres. Et donc, si on veut détruire un État, si on veut détruire une nation et créer un nouvel ordre mondial, je trouve très sincèrement que les protocoles de Toronto sont un très bon guide. Voilà, c'est vraiment le cheat code du mec qui veut détruire un pays. Franchement, écoutez, je vais vous lire ce petit passage. Il est bien connu par tous que l'homme, une fois après avoir assuré ses besoins primaires, nourriture, habillement et gîte, est beaucoup plus enclin à être moins vigilant. Permettons-lui d'endormir sa conscience tout en orientant à notre guise son esprit en lui créant de pures pièces des conditions économiques favorables. Donc, pendant cette période des années 70, où nos agents s'infiltreront partout dans les différentes sphères de la société pour faire accepter nos nouvelles normes, dans l'éducation, le droit légal, le social et le politique, nous veillerons à répandre autour de lui un climat économique de confiance. Du travail pour tous, l'ouverture du crédit pour tous, des loisirs pour tous seront nos tandems pour la création illusoire d'une nouvelle classe sociale, la classe moyenne. Car une fois nos objectifs atteints, cette classe du milieu, située entre les pauvres séculaires et nous, les riches, nous la ferons disparaître en lui coupant définitivement tout moyen de survie. Voilà, ce petit extrait est vraiment très intéressant parce que tu te rends compte que les classes moyennes, elles ont été créées afin d'endormir ta vigilance, d'endormir ta conscience,
afin que tu regardes en gros ailleurs pendant que eux étaient en train de noyauter les institutions et en train de les modifier en profondeur, en apportant de nouvelles normes dans l'éducation, le droit légal, le social, le politique, etc. Donc toi, t'es trop occupé à faire du blé, à te divertir, du pain et des jeux, et eux, pendant ce temps-là, ils sont en train de créer le terreau fertile pour faire leur nouvel ordre mondial, ou du moins pour détruire l'État-nation, fédérer et ensuite, petit à petit, grappiller du terrain pour imposer leur nouvel ordre mondial. Donc ça, c'est le projet initial. Après, je sais pas s'il y a eu des évolutions dans leur projet, mais dans tous les cas, on y apprend que la classe sociale a été créée, tout simplement pour ça, et ensuite il faut la détruire. Parce que c'est un petit peu emmerdant d'avoir des gens qui ont un peu de moyens, et qui peuvent potentiellement décider que non, nous on veut rester au niveau national, on veut pas de votre nouvel ordre mondial. Donc tu dois les détruire, tu dois les piller, tu dois récupérer leurs richesses, et tu dois faire en sorte qu'ils deviennent de bons petits esclaves. Tu les as servis par la dette par exemple, et puis après tu les dépouilles. Et une fois qu'il leur reste rien, ils ont plus qu'à dire merci et à baisser la tête et à faire ce qu'on leur demande de faire. Voilà. C'est une réalité, mes amis. On est en train de vivre une période incroyable, et c'est une période de tous les dangers où on a un président fou, un roi fou, littéralement, qui ne veut pas rendre le pouvoir et qui est prêt à tout pour le conserver. Alors il est prêt peut-être à pousser les institutions à le foutre dehors pour pouvoir faire un nouveau mandat. Il est potentiellement prêt à démissionner aussi, une nouvelle fois, pour potentiellement pouvoir faire un nouveau mandat. Il est prêt à faire une guerre, ou à faire en sorte que cette guerre se déclenche et la faire perdurer aussi longtemps que possible pour rester au pouvoir. Il est prêt à continuer la destruction de l'État-nation afin de la dissoudre dans une Europe fédérale ou dans un État centralisé. Et comme vous l'avez vu dans une vidéo précédente, les textes ont déjà été adoptés. Il ne reste plus qu'à les faire rentrer en vigueur pour faire de cette Europe, de cette Union européenne, une Europe centralisée, un État centralisé où en fait les États-nations n'ont plus aucun pouvoir, ne prennent plus de décisions puisque toutes les décisions seraient prises à Bruxelles. Vous allez me dire c'est déjà le cas à peu près actuellement, mais là pour le coup ce sera ferme, définitive et ce sera officiel. Voilà. Ça fait peur. Moi personnellement je me dis c'est chaud quand même ce qui est en train de se passer parce que j'ai l'impression qu'autour de moi personne ne se rend compte de ce qui se passe, ou personne ne veut en prendre conscience, parce que quand tu leur expliques, ils te regardent, ils acquiescent, ils comprennent qu'il y a un truc qui va pas, mais pour autant, est-ce qu'ils vont prendre leur avenir en main? Est-ce qu'ils vont même prendre les choses en main pour essayer de changer quelque chose? Je crois pas. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils ont déjà abandonné le combat. Il faut pas, parce que c'est la seule chose qu'ils attendent. Ils attendent une chose, c'est que tout le monde abandonne. Ils ont peur des urnes, ils ont peur de la démocratie. Ils ont peur de tout ça. Donc il faut absolument leur donner des urnes et de la démocratie. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Oui, mais les urnes, ça sert à rien, etc. » Oui, mais imaginez 30 secondes, juste imaginez. Fermez les yeux, imaginez que aux prochaines élections, tout le monde, je dis bien tout le monde, en âge de voter, s'inscrit sur les listes et vote. Comment ils font pour truquer les élections? Si tout le monde a voté, ils vont pas faire comme en Roumanie, faire voter les morts, etc. Ils peuvent modifier évidemment les résultats, mais je pense que ça se verrait beaucoup plus que si le plus gros parti de France, c'est le parti des abstentionnistes, évidemment. Parce que qui a mis Emmanuel Macron au pouvoir? C'est une minorité. Donc actuellement, au pouvoir, on a une minorité qui a été élue par une minorité et qui fout le bordel dans un pays. Et malheureusement, c'est la majorité des autres qui sont en train d'en prendre plein la tête. Et à la fin, le résultat, vous le connaissez. Ils vous pillent, ils sont en train de détruire l'État-nation, et le but ultime, c'est de vous asservir. Donc, la conclusion à tout ça, c'est que c'est la merde, et qu'il va vraiment falloir se bouger, qu'il va falloir s'organiser. Alors je sais pas si les souverainistes nous sortiront de là ou pas, vu leur désaccord, vu comment ils se foutent sur la tronche sur les réseaux sociaux, ça risque d'être compliqué. Hein. Donc est-ce que c'est pas aux Français de se bouger le cul, de s'organiser? J'en sais rien, j'ai pas la solution très honnêtement, mais je suis sûr que vous en avez. Donc n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des liens, des choses à consulter qui parlent de solutions potentielles. Déjà, d'une part, moi ça m'intéresse, et puis ça intéresserait peut-être l'audience de cette chaîne. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va falloir trouver une solution rapidement, parce que je vais vous le remontrer à l'instant à l'écran, et vous allez voir, pour ceux qui auraient oublié, l'urgence elle est là. Écoutez. Américaine avec qui je suis en contact depuis longtemps, puisque on m'a fait savoir qu'Emmanuel Macron effectivement riait de tout ce qui se passe actuellement, puisqu'il prépare sa 3e candidature. Voilà, donc il prépare sa 3e candidature, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Mettez-moi un petit cœur dans l'espace des commentaires pour me notifier que vous soutenez mon travail, cette vidéo, cette chaîne, etc. Et franchement, ça aide à la diffusion, vous n'avez pas idée. Et ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur de voir que nous sommes beaucoup et de plus en plus
à vouloir le départ d'Emmanuel Macron, mais surtout de la Macronie, du système et sortir de l'Union européenne, etc. Enfin bref, reprendre le contrôle de ce pays et le contrôle de notre avenir. Et si on y arrive, bah, je pense qu'on pourra vivre en paix pendant de nombreuses années. Ça va être difficile, mais je pense qu'on pourra se dire qu'on aura fait le travail. Pour l'instant, c'est pas gagné, donc ne nous reposons pas. Ne perdons pas espoir, la partie n'est pas terminée, c'est ce que je dis souvent dans les commentaires, à tous ceux qui sont un peu défaitistes. La partie n'est pas terminée, je pense même qu'elle ne fait que commencer, et que c'est maintenant en fait, c'est dans les semaines, les mois, les années qui vont venir, que la partie va devenir vraiment intéressante. C'est là que ça va devenir compliqué pour nous, mais ça va aussi devenir compliqué pour eux. Ils vont avancer de plus en plus à découvert, et c'est à nous de les torpiller, puisque c'est ce qu'ils font depuis des années. Maintenant, retour à l'envoyeur, torpillons-les, balançons des vérités, faisons en sorte qu'ils ne puissent plus avancer à découvert et faisons en sorte que leur plan tombe à l'eau. Voilà. Donc voilà, abonnez-vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.